de Grenoble. Il me reste juste à vous souhaiter une très belle journée à tous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Dans les Alpes, nous verrons que la décision de la Cour d'assises de Grenoble de tenir le procès des meurtriers de Kevin et Sofiane à huis clos n'est pas du goût des familles des victimes, déçues que les audiences ne soient pas publiques. Des frontaliers suisses résidant en France comptaient avec précision. Leur nombre conditionne le versement d'un fonds frontalier aux communes qui les hébergent. Une précieuse manne pour ces communes françaises alors que les dotations de l'État sont en baisse. Et puis vous découvrirez des robes en chocolat réalisées par des apprentis chocolatiers de Grenoble. Des robes fondantes qui vont faire les beaux jours du Salon du chocolat de Lyon qui se déroulera du 6 au 8 novembre. Carole Gessler vous présentera l'édition nationale à 19h30 avec deux grands titres ce soir. La détresse d'une mère. Sa fille de 3 ans aurait été enlevée par son ex-mari. Ce franco-tunisien serait parti faire le djihad en Syrie. Une enquête préliminaire a été ouverte par la section antiterroriste. Et puis novembre, le mois des bonnes affaires pour les achats de jouets de Noël. Les prix seraient en moyenne 20% inférieurs à ceux pratiqués en décembre. Enquête dans ce journal. La deuxième journée du procès des meurtriers de Kevin et Sofiane, elle s'est déroulée à huis clos, comme l'a souhaité le président de la Cour d'assises de Grenoble. Une décision motivée pour la sérénité des débats, décision que regrettent les familles des victimes qui souhaitaient que des audiences publiques. Jean-Christophe Solari, Aurélie Massé. C'est un procès historique qui se déroulera donc loin des regards et des caméras. En prononçant le huis clos, la Cour d'assises des mineurs n'a fait qu'appliquer la loi. 2 des accusés étaient mineurs au moment des faits. Mais la Cour craignait aussi des actes de rancœur, à l'intérieur ou à l'extérieur du palais de justice, en cas de procès public. Un regain de tension aussi entre les quartiers des Chirolles et de la Villeneuve. Pour les familles des victimes, cette décision est consternante. La Cour, pensant que la République n'est pas capable de maintenir l'ordre public, vient expliquer que lorsque vous êtes victime d'un crime, il ne faut surtout pas en reparler en public, de peur de fâcher et de susciter des antagonismes. Ça s'appelle la démission de l'État et la démission de la République. Hormis les parents qui se sont constitués partie civile, les nombreux proches de Kevin et Sofiane ne pourront donc pas assister au débat et ça leur est insupportable. Ça fait 3 ans qu'on attend la justice, ça fait 3 ans que les proches du quartier, il n'y a eu aucune vengeance, on se repose vraiment sur la justice, il n'y a rien eu. C'est l'affaire de tous, ça concerne tout le monde. C'est pas une histoire de quartier, de bande, etc. Là, c'est des individus qui ont réussi dans la société, Kevin et Sofiane. Il faut vraiment que la vérité elle soit rétablie, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Pour la plupart des avocats de la défense, ce huis clos est bénéfique à la manifestation de la vérité. Le fait que les choses se passent à huis clos permet en toute état de cause une sérénité qui ne serait peut-être pas existante dans l'hypothèse où on pourrait concevoir des interventions extérieures, c'est-à-dire des personnes qui viennent assister à l'audience pour troubler cette audience. Ça permet aussi aux accusés de s'exprimer en toute liberté. Seuls 2 avocats de la défense, Maître Gallo et Maître Ripert, avaient demandé hier un procès public. Maître Ripert qui estime que l'instruction a été mal conduite. Il a demandé un complément d'information pour déterminer qui sont les auteurs des coups mortels. On ne peut pas se contenter de dire qu'ils sont tous coupables parce qu'ils étaient tous là. Ce n'est pas parce que la tâche est difficile. J'en conviens qu'il est difficile d'identifier les auteurs des coups mortels, mais ce n'est pas parce que la tâche est difficile qu'il faut y renoncer. Dès la reprise de l'audience à huis clos, les familles des victimes notaient un changement d'atmosphère. Les 12 accusés sont désormais en supériorité numérique par rapport aux parties civiles et ils seraient beaucoup plus détendus. Voilà, Jean-Christophe Solari est à mes côtés. Bonsoir Jean-Christophe, vous Bonsoir, suivez ce procès pour nous. Une des conséquences du huis clos, on l'a vu, c'est cette sensation d'infériorité que ressentent les familles des victimes. Et puis, il y a cette vitre en verre qui amplifie ce phénomène et que des avocats ont demandé qu'on la retire. Effectivement, Daniel, le syndicat des avocats de France a déposé 3 recours contre ce qu'ils appellent une cage de verre. Elle porterait en effet atteinte aux droits des accusés à un procès équitable. Ils ne pourraient pas bien entendre les débats et communiquer avec leurs avocats, ou alors parce qu'ils ne peuvent pas voir tous les jurés. Les recours ont tous été rejetés. Le box est conforme aux normes de la chancellerie. Alors nous avons vu à l'ouverture du procès que les accusés peuvent effectivement entendre les questions du président de la Cour, parce qu'il est équipé d'un micro
micro. En revanche, les interventions des avocats sont très peu audibles, ils ne disposent pas de micro. Il y a donc un risque que cette paroi ait l'effet d'une bulle qui rende les accusés hermétiques, étrangers finalement au débat qui les concerne et qu'ils ne prennent pas finalement la mesure de la gravité du moment. Et autre conséquence du huis clos, aucun journaliste n'assiste au débat. Alors comment travaillez-vous ? Là, c'est effectivement difficile, c'est même inédit pour un procès de cette ampleur. Et je vous avoue que c'est très frustrant de ne pas pouvoir assister au débat. Nous risquons d'être suspendus aux paroles des avocats et tous ne jouent pas la même partition. Et puis ce procès repose sur des témoignages. Comment rendre compte d'aveux qui peuvent intervenir ? C'est une gageure. Et tout de même, l'intérêt de ce procès, c'est tout de même de dépasser les mots de barbares, de sauvages qu'on a entendus. Ces jeunes sont les jeunes de nos cités, de nos villes. Alors pour cela, il faut entendre, connaître la personnalité des accusés, savoir quelle est leur situation psychologique, leur état psychiatrique. Malheureusement, ce sera impossible et c'est donc la dimension pédagogique, sociologique de ce procès qui risque de perdre en qualité. Merci Jean-Christophe Solari pour cette intervention. Justice toujours. Bruno Odos était entendu aujourd'hui par le juge d'instruction de Marseille chargé du dossier Air Cocaïne. Le pilote isérois est arrivé vers 9h au palais de justice de la cité phocéenne. L'interrogatoire a duré toute la journée. La magistrate instruit une enquête commencée en février 2013 sur plusieurs vols suspects entre Saint-Domingue et la France. Sylvie Depierre. C'est dans cette voiture de gendarmerie aux vitres teintées que Bruno Odos est arrivé ce matin, peu avant 9h, au palais de justice de Marseille. Le véhicule s'est aussitôt engouffré dans ce parking. Le pilote a ensuite rejoint le bureau de la juge, loin des caméras. Assisté d'un avocat, il s'est expliqué sur le volet français de l'affaire Air Cocaïne, notamment des vols suspects dans un aérodrome du Var près de Saint-Tropez. Les faits remontent à décembre 2012, quelques mois avant son arrestation à Saint-Domingue. Depuis le début, Bruno Odos clame son innocence. La juge attendait aujourd'hui de sa part des explications étayées. Interpellé hier à son domicile en Isère, Bruno Odos a été placé en détention provisoire avant d'être présenté à la juge. Nous annoncions hier la disparition depuis le mois de septembre de Robert Maldera, une figure du milieu grenoblois. On a appris aujourd'hui qu'un proche de l'ancien parrain était également porté disparu. Information à voir sur notre site internet alpes.france3.fr. C'est un phénomène que l'armée de terre n'avait pas connu depuis plusieurs années. Une hausse sensible des candidatures. Les attentats de janvier et la menace terroriste ont provoqué un sursaut patriotique. Illustration avec la 27e brigade d'infanterie de montagne de Vars en Isère qui accueillait ce matin de nouveaux engagés. Marie Michelier, Jean-Pierre Rivet pour les images. C'est un jour important pour ces 14 jeunes, 14 filles et garçons faisant face au commandant de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Après leur signature posée sur ce contrat, ils feront officiellement partie de l'armée de terre. On est le premier recruteur pour le premier emploi parce que vous avez vu les jeunes, ils sont engagés, c'est leur première découverte du monde professionnel. Donc c'est à la fois un moment marquant parce qu'ils s'engagent dans l'armée qui est un métier quand même particulier. Et c'est leur première expérience professionnelle. Donc pour eux, c'est doublement marquant. Parmi ces nouveaux engagés, Pierre-Jean, Alison ou Ophélie, 21 ans, venus de Dordogne, issus d'une famille de militaires et fiers d'intégrer les troupes de montagne. Je suis impatiente de commencer, de savoir où je vais mettre les pieds et surtout si j'en suis capable. Mais ouais, ça va, je suis bien, je suis contente d'être là et fière de moi, surtout d'être arrivée jusque-là. Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre les rangs des forces armées ces derniers mois. En témoignent les chiffres du recrutement pour l'année 2015. Pourtant augmenté, après les attentats de Charlie Hebdo, l'objectif d'intégrer 15 000 nouveaux visages au lieu des 10 000 annuels est déjà quasiment atteint. L'armée de terre recrute davantage que l'année précédente, lié aux événements de janvier dernier, et nous constatons avec un certain plaisir une sorte d'élan patriotique. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de jeunes qui viennent frapper à notre porte et qui nous disent « qu'est-ce que je pourrais faire pour participer à la protection de mes concitoyens ?» Il faut défendre notre pays, nos couleurs, nos valeurs. Je ne vais pas rester chez moi devant la télé les bras croisés et pas agir. J'ai l'âge, donc j'ai eu le temps de mûrir la décision et maintenant c'est à moi d'aider. Après une semaine d'intégration dans les locaux de la caserne de Vars, Ophélie, comme tous les autres nouveaux engagés, partira pour Gap. 4 mois de formation avant qu'ils ne rejoignent chacun leur unité respective.
Combien de Suisses travaillent dans le canton genevois installé en France? La réponse est cruciale car elle conditionne la dotation de fonds pour les communes où résident des frontaliers suisses. À Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie, la municipalité a mené une campagne pour inciter les faux résidents suisses à se déclarer. Marion Feutry, Christian Mathieu. Chaque matin, ils sont des milliers à franchir la douane de Perly, de Saint-Julien-en-Genevois où ils habitent, vers le canton de Genève où ils travaillent. Des citoyens français, environ 4000, et des citoyens suisses, difficile de dire combien. Justement, la municipalité cherche à les identifier. On a d'abord fait le diagnostic à Saint-Julien, il y a pratiquement 1 millier d'habitants qui ne sont pas déclarés officiellement comme résidents principaux et qui sont en réalité des frontaliers et qui prétendent résider à Genève. Pour nous, ça pose une contrainte financière, c'est-à-dire que du coup, on n'a pas la rétrocession de leur impôt par le canton de Genève. Et donc, pour 1000 habitants, ça correspond à 1 million d'euros. Pour inciter ceux que l'on appelle les faux résidents à se déclarer, la municipalité a lancé une campagne d'information. Bilan, 225 Suisses régularisés cette année, en plus des 680 déjà connus. Une bonne nouvelle pour la commune qui cherche à adapter ses services, transports, écoles, routes, face à une croissance démographique 2 fois supérieure à la moyenne. On a besoin de ça, déjà pour faire face aux baisses de dotation de l'État et puis surtout pour continuer à investir par rapport à cette croissance démographique. Un enjeu de taille pour l'ensemble de la Haute-Savoie. Cette année, 175 millions d'euros ont été versés et redistribués au titre du fonds frontalier. C'est un enjeu financier fondamental, d'abord pour les communes. 100 millions d'euros dans les communes, si elles se voyaient privées de cette dotation, elles seraient réduites à l'état de faillite quasiment. C'est aussi un enjeu important pour le département, 25 millions d'euros sur un budget de 1 milliard d'euros. Ça peut paraître peu, mais c'est une ressource quand même très importante et nous sommes très attachés à la fidéliser et à la sécuriser. En Haute-Savoie, 10 000 Suisses n'auraient toujours pas déclaré leur résidence en France, un manque à gagner estimé pour les communes à 10 millions d'euros. Et en Haute-Savoie, justement, les agriculteurs ont été reconnus victimes d'une calamité agricole. 77 communes dévastées par les inondations du printemps dernier seront indemnisées à ce titre. Deuxième volet de notre série consacrée à l'innovation énergétique, un secteur où notre région est en pointe, notamment en ce qui concerne les smart grids, les réseaux électriques intelligents. Depuis de nombreuses années, Grenoble est l'un des principaux pôles de recherche dans ce domaine. Cédric Picot, Christelle Nicolas ont fait une enquête. Une chaîne d'assemblage ultra-moderne dans l'agglomération grenobloise. Élus, industriels et chercheurs inaugurent cette ligne de production de compteurs électriques Linky. Ces équipements communicants préfigurent l'avenir du réseau électrique français. Ils seront bientôt installés dans tous les foyers du pays. 5 millions d'entre eux vont être fabriqués ici par une filiale d'un groupe indien. Une implantation locale qui ne doit rien au hasard. On cherchait 3 choses. D'abord, d'avoir accès à du personnel qualifié. Deuxièmement, d'avoir accès au marché français. Donc Grenoble, c'était aussi en France, mais il y a un marché important dans les smart grids. Et troisièmement, d'avoir un écosystème dans lequel on puisse trouver tous les acteurs dont on a besoin pour fabriquer ces produits. Grenoble, territoire d'exception dans le secteur de l'électricité, une excellence qui a commencé il y a 100 ans avec l'hydroélectrique et qui se poursuit aujourd'hui avec l'arrivée du numérique dans la distribution d'énergie. C'est l'objet des recherches sur les smart grids, les réseaux électriques intelligents. C'est vrai qu'en France, on est très bien placé sur la région grenobloise. Sur les 6 dernières années, on a plus de 200 publications scientifiques dans le domaine du smart grid. Le Linky, c'est une brique de base, mais il y a bien d'autres choses. Ce à quoi va servir le Linky pour justement avoir un réseau beaucoup plus sûr, pouvoir mieux intégrer les énergies renouvelables et aussi préparer l'arrivée du véhicule électrique. Donc ça, c'est des recherches qui sont encore en cours et les solutions ne sont pas aujourd'hui complètement finalisées. 35 millions de compteurs Linky seront déployés dans les 5 ans à venir, un investissement de 5 milliards d'euros. Le principe des smart grids est de calquer un réseau d'information sur le réseau d'électricité. Grâce à cette communication en temps réel, le client pourrait réduire jusqu'à 20% de sa consommation. Le fournisseur, lui, pourra gérer plus finement son réseau et minimiser ses déperditions d'électricité tout en intégrant davantage les énergies renouvelables. On est véritablement dans un système qui permet de préparer l'avenir et notamment un avenir dans lequel il y a beaucoup plus de production décentralisée sur les réseaux et où on peut moduler au plus près du client l'équilibre fondamental pour l'électricité entre la production et la consommation d'électricité.
En plus des économies d'énergie réalisées, le passage au réseau intelligent pourrait générer jusqu'à 10 000 emplois sur 5 ans en France. Rien qu'à Fontaine, la fabrication du compteur Linky devrait faire travailler 200 personnes. À 27 jours de l'ouverture de la COP21, il reste encore beaucoup à faire en matière de préservation de l'environnement. Et la pollution se niche parfois là où on ne l'attend pas. Exemple, dans le massif du Vercors, à 1000 mètres sous terre, où le gouffre berger est rempli de détritus. Une véritable poubelle de spéléologues, comme l'ont constaté sur place Denis Sébastien et Philippe Fivet. Dans les entrailles de la terre. Bon, fais attention, c'est un peu glissant par là. Des kilomètres de galeries, plus de 1000 mètres de profondeur. C'est l'un des gouffres les plus connus de France, l'un des plus fréquentés aussi. Ils sont équipés en double les puits, là, les premiers, non? Aujourd'hui, ce sont des CRS secouristes en montagne qui partent l'explorer. Le point de départ, un trou en pleine forêt sur ce plateau du Vercors, en route pour un long voyage. Adieu le jour. Et à dans 24 heures. 24 heures? Ouais. Dès le départ, plongé dans le noir et dans le vide. Il y a quelqu'un en dessous? Une succession de puits que l'on descend suspendu à une corde et déjà l'impression de mettre le pied dans un autre monde. 1 mètre. Sol. Libre. On a combien? Là, on doit être à moins 40. La progression suit les méandres creusés par l'eau dans le calcaire au fil du temps. Espace parfois étroit, parfois immense. Pas de grandes difficultés techniques, si ce n'est l'endurance. C'est ce qui attire aussi dans le gouffre berger. On peut le comparer au Mont Blanc d'Espéléo. Et le gros plus, c'est qu'on évolue dans une rivière souterraine. Et comme pour le Mont Blanc, une face moins reluisante, revers du succès. Comme on peut le voir sur ces images tournées par les CRS, des déchets abandonnés au fil du temps par les différentes explorations. Surtout au fond du gouffre, entre 500 et 1000 mètres de profondeur. Voilà, c'est ce qu'il y avait sur les bivouacs. Voilà. Après, par contre, là, il y a Reste de bivouac, mais aussi et surtout du matériel usagé. C'est les cordes, la vieux mousqueton, on peut le changer. Ouais, ils sont tous bouffés, les cordes là, c'est les cordes. Mais comme les alpinistes parfois en montagne, certains spéléologues épuisés ou négligents ne remontent pas toujours leurs poubelles. Aujourd'hui donc, opération grand nettoyage, chacun prend sa part. Bon, du principe que si tout le monde en remonte ne serait-ce que 5 mètres de corde, et ben, au final ça nettoie quand même le trou, quoi. Retour vers la surface, mètre après mètre, où l'on comprend la difficulté de tout évacuer après des heures passées sous terre. Câbles, cordes, conserves, ici près de 500 kilos de déchets arrachés au gouffre. Donc on trouve vraiment un petit peu de tout au gouffre berger et malheureusement il en reste encore énormément à sortir. De plus en plus, les pratiquants sont sensibilisés. Et la règle souvent désormais, non seulement remonter ses propres déchets, mais aussi ceux que l'on a pu trouver au cours de son séjour sous terre. Côté sport, Bernard Laporte est en campagne pour la présidence de la Fédération française de rugby. L'actuel manager du RC Toulon sillonne la France à la rencontre des 1885 clubs amateurs. Il était aujourd'hui à la Maison du rugby de Montbonneau-Saint-Martin en Isère pour s'assurer du soutien de Christian Dulin, président du comité des Alpes. Sophie Pellerin, Yves Mariglo. Quand vous croisez Bernard Laporte au pas de charge entre deux réunions, pas le temps de revenir sur la défaite de son équipe à Grenoble 2 jours plus tôt. Mais quand il s'agit d'évoquer l'actuelle Fédération française de rugby, le candidat ne tarde pas à dégainer son discours de campagne. Je suis contre le système actuel, je ne suis pas contre les hommes actuels, je suis contre le système actuel. J'ai envie de redonner de la démocratie et d'avoir un débat d'idées et surtout que la Fédération joue à nouveau son rôle, c'est-à-dire qu'elle aide véritablement le monde amateur qui est en train de souffrir, voire de sombrer.
L'actuel manager du RC Toulon, ancien sélectionneur de l'équipe de France et ancien secrétaire d'État au sport, se lance donc un nouveau défi en terre d'Ovalie et enchaîne depuis 2 mois meetings et réunions pour séduire les 1885 dirigeants de clubs amateurs. Ce sont eux qui voteront pour désigner le prochain président de la fédération fin 2016. En Isère aujourd'hui, Bernard Laporte sait déjà qu'il peut compter sur le soutien du Comité des Alpes, dont le président Christian Dulin fait partie de son équipe de campagne. Le problème de l'équipe de France, il est clair, hein, c'est une relation entre le rugby professionnel et le rugby amateur. Celui qui arrivera à mettre autour d'une table les deux parties pour essayer de dégager des calendriers intelligents, que les joueurs soient libérés pour l'équipe de France, c'est celui qui fera une grande équipe de France qui aura peut-être une chance de gagner la Coupe du Monde. Aujourd'hui, sur toutes les personnalités qui sont présentes dans l'environnement du rugby, je vois que Bernard Laporte pour remplir ce rôle. Pour l'instant, un seul autre homme a fait savoir qu'il se verrait bien lui aussi à la tête de la fédération. Il s'agit de l'ancien commentateur de matchs de rugby, Pierre Salviac. Et c'est l'heure de la reprise pour l'équipe de France handi-ski. Et sa leader, Marie Bochet, la skieuse du Beaufortin, quadruple championne paralympique, compte bien faire le plein de podiums en Coupe du Monde cette saison. Le plus difficile sera de trouver la motivation alors qu'elle a déjà tout gagné. David Sandona l'a rencontrée et l'a suivie à l'entraînement à Amnéville-en-Moselle sous le fameux ski-dôme. Dans la vie d'un skieur, ce moment marque le début d'une nouvelle saison, d'un nouveau challenge. Après un long été, Marie retrouve ses habitudes, le froid et la neige. Loin des glaciers, c'est sur la piste couverte d'Amnéville que la quadruple médaillée paralympique rechausse les skis pour la première fois. Il faut vraiment que tu oses, n'hésite pas à exagérer, à vraiment aller loin, comme si tu as l'impression que tu n'allais vraiment pas tourner. Elle a un bon bagage technique maintenant et on a encore pas mal de choses à mettre en place pour la suite. Donc là, on repart justement sur du travail technique de base. On essaye de corriger les petits défauts qu'elle a encore pour améliorer son ski et essayer d'aller encore un peu plus vite, quoi. À moins 2 degrés, sur une piste sans dévers, les entraîneurs en profitent pour corriger quelques détails. Pourtant, en ce début d'hiver, difficile pour Marie de se remettre dans le bain à l'aube d'une saison sans compétition majeure. Rien n'est jamais gagné d'avance, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de devoir remonter sur les planches, retravailler pour essayer de gagner en technique, de retrouver ses sensations. Et voilà, c'est à cette période que ça se passe. Moi, c'est pas la période que j'affectionne le plus, l'automne, mais ça fait quand même du bien de retrouver un peu ses sensations. Elle n'a que 21 ans, mais déjà un sacré palmarès. 12 victoires en championnat du monde, 4 gros globes de cristal et surtout le Graal. 4 médailles d'or aux Jeux paralympiques à Sochi. Marie Bochet est la reine de l'équipe de France. Après avoir tout gagné, Marie est désormais libérée. Elle n'a plus rien à prouver. J'ai la possibilité d'essayer plus de choses. Bien sûr, si je sors à une manche, si je sors à une course, si je ne gagne pas la course, je suis déçue. Mais au fond de moi, je sais que j'ai déjà une belle carrière derrière moi et que j'ai déjà réussi dans le ski et que quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'aurai rien à regretter. Sur le bord des pistes, c'est désormais une star, un modèle pour les jeunes skieurs qui n'avaient peut-être jamais vu de ski handisport auparavant. C'est une championne. C'est un exemple. Je la respecte vachement parce que avec son handicap, franchement, skier comme ça, c'est impressionnant. Porte-drapeau de l'équipe de France, Marie entame un nouvel hiver sans pression. De toute façon, elle devrait de nouveau tout gagner. Et maintenant, des hanches taillées à la hache pour des vraies femmes chocolat. Des apprentis chocolatiers grenoblois, supervisés par un maître en la matière, sont en train de réaliser 2 robes en chocolat qui défileront cette semaine au Salon du chocolat de Lyon. Un mélange de technique et d'art qui se déguste. Reportage Joël Seroli et Frédéric Pasquette. Il faut qu'on colle là aussi, parce que sinon ça ne va jamais tenir. Donc, la matière est délicate, le geste doit être précis. Quant aux techniques employées dans cet univers très fermé du chocolat, c'est l'affaire de Pascal Bell. Ou un morceau de carton. Depuis la rentrée, il guide ses élèves en leur faisant partager tous ces trucs, indispensables pour confectionner de belles robes qui sauront résister au temps et surtout à la chaleur. On essaie de créer des isolants et puis après on peut quand même travailler des nœuds papillons, des volutes, des sphères, des choses aérées.
Et on travaille un peu de confiserie aussi. Là, on a carrément derrière des boules candy qui sont en train de se faire et qui est quelque chose qui est du sucre recristallisé et qui apporte un effet un peu féerique. L'équipe est formée de 9 apprentis en alternance, élèves en 2e année de BTM chocolatier, dans le seul CFA de la région Rhône-Alpes proposant cette formation. 1 semaine à l'école, 2 semaines en entreprise. L'intérêt, c'est de découvrir autre chose que ce qu'on voit en entreprise. Donc en entreprise, c'est plus des bonbons, là c'est plus l'aspect créatif qu'on développe, donc c'est important. Tu coupes plus. Il ne faut pas qu'ils se touchent, sinon quand le mannequin va marcher, ça va les faire décoller. Et du coup, c'est assez compliqué. Voir son travail présenté devant un parterre de VIP au Salon du Chocolat, l'enjeu est important. Il faut parvenir à valoriser le travail des 2 stylistes grenobloises qui ont créé les modèles et porter haut les couleurs de l'école. Moi, je ne sais pas vraiment ce qui m'attend là-bas, mais je suis enthousiaste. Et puis bon, un peu craintif aussi de savoir si jamais ça va mal se passer pour le défilé, qu'il y a des choses qui vont se casser. Je pense que c'est pareil pour les autres. Mais on prépare tout pour que ça se passe pour le mieux possible. La pression est d'autant plus forte que ces 2 robes créées par les jeunes apprentis défileront durant tout le week-end aux côtés d'une quinzaine d'autres modèles réalisés exclusivement par des créateurs artisans professionnels. Je vous rappelle enfin le premier titre de ce journal des Alpes. Le procès des meurtriers de Kevin et Sofiane se déroule à huis clos. Un choix de la cour d'assises de Grenoble qui souhaite assurer la sérénité des débats au grand regret des parties civiles qui souhaitaient des audiences publiques. À suivre les prévisions météo, puis l'édition nationale. Demain midi, Pauline